Eh bien salutations tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau Tech Time. Aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet personnel qu'on me demande beaucoup sur les réseaux sociaux et même globalement. Pourquoi j'aime autant les Google Pixel? C'est vrai que ces smartphones sont pas forcément beaux, ont pas forcément un design qui font envie d'acheter, et ont pas forcément des fonctionnalités qui donnent envie au grand public, et pourtant ils ont quand même des arguments qui sont vachement intéressants selon moi, et aujourd'hui c'est pour ça que j'utilise un Google Pixel et je vais vous donner tous les arguments globalement. Et évidemment, je vais passer en revue certains d'entre eux plus rapidement que d'autres, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi aujourd'hui, par exemple, mon smartphone est un Pixel 4, alors que clairement, on comprend globalement que si on lit les tests sur internet, il ne tient pas l'autonomie et la batterie. Bref, je vais tâcher de vous expliquer un petit peu tout ça dans ce podcast, dans ce nouveau Tech Time, et puis on y va. Allez, c'est parti. Bon alors globalement, déjà je vais vous faire un petit peu l'historique de ce que j'ai eu comme smartphone. Alors j'ai eu un LG KP501, un smartphone vraiment très moyen. Ensuite j'ai eu un Acer et je sais plus, je crois que j'ai eu un Alcatel aussi. Un Alcatel, bon voilà, c'est des smartphones Android globalement. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme smartphone? J'ai eu un Motorola aussi, donc un Motorola qui était sur Android, enfin un Android pur à l'époque, qui était vachement intéressant je trouve. Et je pense que mon affect à l'Android pur a commencé ici. Après évidemment j'ai eu l'occasion de tester rapidement iOS, etc. Mais bon bref. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme smartphone? J'ai testé un petit peu Honor, car à l'époque j'étais à la recherche de fonctionnalités. J'ai eu un Honor 5C, puis un Honor 9 Lite que j'ai rapidement abandonné, que j'ai donné à ma mère. Et ensuite je suis allé vers le Pixel 2 XL. Le Pixel 2 XL est un smartphone qui est assez grand, assez massif entre guillemets, mais qui est quand même très intéressant, notamment avec des fonctionnalités que je trouve vachement intéressantes et que je vous invite à aller voir dans ma vidéo où je parle un petit peu du Pixel 2 XL. Une vidéo qui vraiment vous comprend pourquoi j'aime les pixels de Google, mais dans ce podcast je voudrais vraiment aller un petit peu plus en parlant directement à vous quoi en fait, hein, sans avoir le filtre de la vidéo et le filtre du montage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais revenir un petit peu sur ce sujet là, pourquoi j'aime autant les Google Pixel. Et puis pour terminer, ben voilà mon smartphone actuellement, donc depuis un mois et demi, un truc comme ça. Enfin bref, je sais pas exactement, mais j'ai le Google Pixel 4. Alors c'est un smartphone qui est compact, hein, pour la faire rapidement, oui, qui n'a pas forcément une grosse autonomie, qui a 2800 mAh de batterie, mais qui a un bel écran 90 Hz OLED, qui a surtout un truc que je kiffe vraiment, enfin surtout deux trucs que je kiffe vraiment. Déjà il y a une reconnaissance faciale 3D type Face ID qui s'appelle Face Unlock, ça je trouve ça trop bien vraiment, c'est vraiment un truc que je pourrais même plus me passer en fait, hein, sur un smartphone. Et puis également, la deuxième chose que je possède, que je possède sur ce Google Pixel, c'est un excellent moteur haptique qui est le meilleur selon moi sur Android avec tout ce que j'ai testé, très clairement. Aujourd'hui, ça concurrence largement ce qui se fait chez Apple notamment, et en dessous, après, bien plus loin, on se retrouve avec OnePlus par exemple, qui fait quand même des moteurs haptiques qui sont pas mauvais non plus, hein, mais vraiment Google, c'est du top à ce niveau-là. Voilà, donc c'est vraiment sur ça que je voudrais commencer pour rapidement montrer quelques fonctionnalités intéressantes du Google Pixel. Donc voilà, j'ai fait mon historique un petit peu des smartphones que je possédais. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis avec le Pixel 4. Alors pourquoi je n'ai pas pris par exemple un OnePlus, que tout le monde me dit Romain prends un OnePlus, etc. Ça ressemble beaucoup au Google Pixel. Là selon moi, pas du tout. Voilà, ça ne ressemble pas du tout au Google Pixel. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on me dit beaucoup sur les réseaux sociaux, oui Romain, mais OxygenOS et Pixel Experience, ce sont deux softwares qui se ressemble. Alors avant de parler de ça, je vais vraiment vous dire ce qu'est Pixel Experience. Déjà, on me dit beaucoup c'est Android pur. C'est un petit peu faux au final, car Android pur, c'est un Android qui est fait par Google, mais pour des smartphones qui ne sont pas forcément haut de gamme, avec notamment le label Android One, qui fait plutôt pour des smartphones entrée, voire milieu de gamme plutôt même, je dirais. Et voilà, donc c'est un software qui est relativement simple, très peu de fonctionnalités, etc. Pixel Experience, c'est cet Android One, mais fait pour le haut de gamme. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des fonctionnalités très intéressantes, comme le mode chute, etc. La police d'écriture de Google qui est présente partout dans l'interface, la cohérence graphique qui est vraiment beaucoup plus imposante que dans Android One également. Voilà, c'est vraiment ça, Pixel Experience, c'est qu'on se retrouve avec un software qui est vachement cohérent, vachement simple et vachement suivi par le constructeur aussi, qui est clairement le meilleur suivi sur Android en termes de rapidité, etc. Ce qui semble par contre totalement logique selon moi pour ce point-là. Voilà. C'est vraiment ça, Pixel Experience, c'est un excellent suivi, un software qui est cohérent et qui est vraiment génial à l'utilisation en fait. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai pris par exemple le Pixel 4? Parce que le Pixel 4 selon moi est un téléphone qui selon moi est vachement intéressant à l'utilisation en fait. Car c'est un smartphone qui va vraiment s'axer sur les usages plus que sur les fonctionnalités, dire que, enfin voilà, le 90 Hz par exemple, c'est pas quelque chose qui fait que j'achète le Pixel 4 par exemple. Parce qu'en fait, du 90 Hz, on peut en mettre, mais si on met pas des belles animations, des animations qui sont magnifiques selon moi,
Bah, le 90 Hz, en fait, oui, c'est mieux parce que c'est un peu plus fluide, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça perd son intérêt, en fait, si on n'a pas un petit peu des animations jolies, etc. Et aujourd'hui, par exemple, OnePlus, là justement, je vais revenir sur l'exemple de OnePlus que je disais, tout le monde me dit que je dois avoir du OnePlus. Bah, malheureusement, moi je trouve que OnePlus, c'est pas des animations fluides que possède OnePlus, mais c'est des animations qui sont vachement rapides en fait. OnePlus mise sur la rapidité, et en fait ça va un petit peu même avec leur sens de la vision du smartphone, c'est que OnePlus, je sais plus ce qui est le slogan de OnePlus, mais il me semble qu'il y a speed dedans, donc speed c'est vitesse, et voilà, je pense que les animations de OnePlus, ça mise énormément sur la rapidité partout. Et en fait, c'est pour ça que moi, le 90 Hz sur le OnePlus 7 Pro par exemple, je trouve que c'est pas le même 90 Hz que j'ai l'impression que j'utilise sur mon Pixel 4. Et j'imagine encore même pas sur iOS que ça donnerait du 90 Hz, hein. Déjà du 120 Hz sur iPad, c'est juste le bonheur absolu. Mais j'imagine même pas les iPhones qui vont sortir avec de l'OLED, du 90 ou du 120 Hz. Avec iOS, ça va être juste le bonheur absolu, quoi. Déjà que du 60 Hz avec iOS, c'est fluide. J'imagine même pas ce que ça va être dans les futurs iPhones, quoi. Vraiment, voilà. Aujourd'hui, on peut mettre des technologies un peu partout, intégrer plein de choses, etc. Mais si c'est pas intégré de façon software correctement, moi je trouve que ça a pas d'intérêt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je n'utilise pas du OnePlus. J'aime même pas OnePlus, en fait. Parce que moi, je trouve que quand même, dans un software, évidemment, chacun ses goûts à ce niveau-là. Je parle de ma vision, hein. Clairement, moi je mise vraiment plus sur les animations, sur la beauté des animations pour avoir quelque chose qui est agréable selon moi. Et au final, la rapidité, c'est pas ce que je recherche vraiment. Moi, je cherche vraiment la fluidité. Et la rapidité et la fluidité, ce n'est pas la même chose. Il faut pas confondre les deux. La fluidité, c'est ce que propose ce que propose Pixel Experience ou encore l'excellentissime iOS. Et la rapidité, c'est plus ce que propose, je dirais plus ColorOS par exemple, ou encore l'excellentissime OxygenOS, quoi. Voilà, à ce niveau-là, vraiment OnePlus est super fort, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas fait pour moi en fait. Car aujourd'hui, selon moi, on peut pas comparer Pixel Experience et OxygenOS à ce niveau-là, car clairement, selon moi, voilà, c'est incomparable en fait. Pixel Experience, c'est quelque chose qui s'est rempli d'animations partout en fait, mais des animations qui sont fluides, qui sont pas rapides, qui sont fluides, et ça c'est vraiment différent selon moi. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment à ce niveau-là que, selon moi, il faut pas comparer les deux. Et aujourd'hui, moi, je me vois pas avec un OnePlus. Alors évidemment, déjà, je peux enlever enfin, j'aime pas déjà le OnePlus parce que c'est des téléphones qui sont vachement trop grands selon moi, mais au pire, on s'en fout ça. Mais vraiment, rien que pour le software, en fait, j'ai du mal avec OxygenOS. OxygenOS, il y a beaucoup de mélange de design, un petit peu, du matériel design 1 et 2. Je trouve que c'est un petit peu... En fait, on dirait que c'est beau, etc., l'utilisation, etc. Et au final, moi, j'en ai beaucoup quand j'ai testé le OnePlus 7 Pro. Et au final, c'est vrai que j'ai eu une part de déception, même si je trouve que quand même, ce sont de très bons produits. Hein. Je dis pas que ce sont des produits nuls, vraiment. Même à certains d'entre eux, je vous conseille des OnePlus des fois. Mais voilà, selon moi, c'est pas dans les critères de ce que je recherche, en fait. Si aujourd'hui, sur Android, il n'y avait pas les pixels de Google, avec toute leur cohérence graphique, etc. Aujourd'hui, j'aurai un iPhone. Il faut être résolument clair. C'est qu'aujourd'hui, ça ne change... On peut faire tout ce qu'on veut sur Android, mais aujourd'hui, quand un constructeur gère le software et l'hardware, c'est quand même vachement plus agréable à l'utilisation. Aujourd'hui, là, on se rend compte que le moteur haptique est parfaitement intégré dans le Pixel Experience, un petit peu comme sur iOS. Et aujourd'hui, on se rend compte que Google a carrément, même dans ses fonds d'écran, possède une cohérence graphique qui est vachement agréable. Et en fait, on se rend compte que dans tout le système, globalement, on se retrouve au final avec les mêmes codes graphiques partout. Et ça, moi, je trouve que on peut faire le software que l'on veut, mais c'est vraiment difficile de faire ça. Aujourd'hui, on se rend compte que pas tous les constructeurs ont ce savoir-faire. Alors Samsung essaie de s'y mettre un petit peu, et clairement, je trouve que One UI rend vraiment bien depuis quelques temps. Et par exemple, on va prendre l'exemple de Xiaomi avec MIUI. Dans MIUI 10, par exemple, la cohérence graphique a été catastrophique selon moi. MIUI 11 a un petit peu amélioré ça. MIUI 12 devrait améliorer encore plus cela. Voilà, donc on se rend compte quand même que la plupart des constructeurs cherchent un petit peu à avoir cette cohérence graphique. Et en fait, certains disent « Ouais, mais la cohérence graphique, ça sert à quoi? Ça change quoi à ta vie, etc. » Au final, ça rend une utilisation de smartphone agréable selon moi, la cohérence graphique. Et je pense que ça c'est unique en fait, la cohérence graphique, et en fait on peut pas retrouver cette cohérence graphique si on n'a pas le savoir-faire de sa cohérence graphique aujourd'hui. Par exemple, si on utilise Xiaomi, il y a une cohérence graphique minimum dans certaines applications Xiaomi, il y a des choses qui se ressemblent, etc. Mais il n'y a pas encore
cette chose qui font que, waouh, j'ai vraiment un smartphone qui a la même cohérence graphique partout. Et malheureusement, je trouve que ce n'est pas encore le cas sur beaucoup de smartphones de constructeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, OnePlus est le parfait exemple de ce que certains pensent être une cohérence graphique et des animations partout magnifiques. Moi, je pense que c'est clairement, oui, c'est bien, mais pour moi, c'est vraiment différent en fait. Et je trouve qu'on a tendance vraiment, selon moi, à trop confondre beaucoup de choses en termes technologiques. Alors évidemment, comme j'ai dit, je pense pas que ce sont des mauvais smartphones les OnePlus. Là, je prends surtout OnePlus parce que c'est l'exemple parfait de ce qu'on me donne tout le temps comme exemple. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre ce point en clair. Alors également, l'expérience utilisateur, par exemple Pixel Experience, la ROM on pourrait l'installer dans un smartphone Xiaomi. Mais il y a quelque chose qui manquerait selon moi. Bon déjà, hors les animations qui ne seront pas aussi fluides, il manquerait le moteur haptique. Alors on me dit sur Android, ouais mais gna gna gna, le moteur haptique, moi je le désactive à chaque fois, je trouve que c'est nul, ça sert à rien. Mais un vrai moteur haptique, c'est juste excellemment agréable, vraiment, c'est la meilleure chose que j'ai découvert sur un smartphone, je pense, c'est le moteur haptique. Depuis que j'ai touché au moteur haptique, à un vrai moteur haptique, c'est juste incroyable. Alors j'ai pu déjà avoir ça, j'ai pu déjà essayer ça sur iPhone et je trouvais ça juste incroyable. Je me suis dit, mais quand un constructeur Android va le faire, mais enfin, c'est pas possible. Je me dis, mais pourquoi personne le fait? Puis après j'ai découvert le Pixel de Google et je me suis dit, enfin, vraiment, quelqu'un un constructeur qui met vraiment l'accent sur ce côté-là, qui le montre pas dans ses conférences, mais qui montre, au final, à travers son utilisation, que c'est agréable. Un moteur haptique et s'adapte avec les animations. On voit l'animation, il y a une petite vibration qui accompagne cette animation. C'est ça le Pixel de Google, selon moi, c'est vraiment ça que j'apprécie énormément, c'est que l'animation, on l'accompagne avec ça. Et ça, je trouve ça fou, en fait. C'est tellement agréable, selon moi, c'est tellement quelque chose que je trouve indispensable maintenant à mon utilisation. Quand je déverrouille mon smartphone, il y a une légère petite vibration, mais qui est tellement discrète, mais qui est tellement satisfaisante. C'est ce genre de saut en détail que j'apprécie moi dans un software de smartphone. C'est pas mettre des trucs partout, des fonctionnalités partout, par exemple comme le Redmi Note 9 Pro, il n'y a même pas d'encoche, on me dit mais cache l'encoche. Non mais voilà, c'est ce genre de truc que je trouve tellement inutile selon moi. Et là, enfin j'ai envie de dire, les constructeurs s'y mettent. Et ça, je trouve tellement ça bien, franchement. Et moi j'apprécie vraiment ce genre de soin au détail. Et franchement, voilà, c'est quelque chose de très appréciable à l'utilisation, d'avoir un moteur haptique de qualité. Et quand on tape de longs messages, le moteur haptique, selon moi, c'est très important. Et voilà, c'est pour ça que parfois sur TechSpeak, justement, ou sur mon Discord, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs, on me dit, oh, Romain, t'écris toujours des romans. Bah oui, parce qu'avec mon moteur haptique, je trouve ça vachement agréable d'écrire du texte long, et au final, je me rends pas compte. Et au final, parfois quand je change de smartphone, là, que je prends le Redmi Note 9 Pro, que je prends du Samsung parfois ou d'autres, ce moteur haptique il y est pas, et je suis en mode c'est trop long à écrire quoi, c'est pas agréable en fait d'écrire avec des smartphones du genre. Et voilà, ce moteur haptique là, selon moi, est très bénéfique à l'utilisation. C'est un petit peu une fonctionnalité qui est passive, mais une fonctionnalité qui, quand n'est plus, elle devient importante en fait. Et en fait, on s'en rend compte seulement quand on l'a plus en fait, cette fonctionnalité. Et ça, c'est quelque chose qu'au final je dis, ouais, ils ont vraiment réussi leur coup quoi. C'est là que je me dis, oui, c'est vraiment bien le Pixel de Google, parce qu'au final c'est là que tu te rends compte que c'est essentiel à l'utilisation. Alors évidemment, on n'a pas tous le même sens du software, parfois on donne beaucoup moins d'importance au software quand on n'a pas les moyens de mettre énormément d'argent dans un smartphone, ce qui semble à peu près logique. Mais voilà, c'est pour dire à quel point, aujourd'hui, le software quand même possède une partie qui est importante dans un smartphone, et aujourd'hui, on peut proposer de l'excellentissime hardware, mais aujourd'hui, selon moi, il faut passer, les constructeurs doivent passer de plus en plus par un traitement photo qualitatif, avec de l'intelligence artificielle parfois, passer... Dans même le software à proprement parler, un petit peu que le smartphone s'habitue à ses utilisations. Et aujourd'hui, le Pixel, par exemple, me propose des recommandations d'applications en fonction des heures. Et moi, je trouve ça tellement génial, en fait. Genre... c'est tellement bien fait en fait que je me dis mais j'ai même pas envie d'aller voir ailleurs. En fait, c'est des fonctionnalités qui semblent juste bêtes, passives comme je dis, des fonctionnalités qui sont passives qu'on s'en rend pas compte, mais quand on les a plus, on se dit ah mais j'adore cette fonctionnalité, oh là là ça m'énerve, pourquoi elle y est pas en fait. Et c'est ce genre d'usage que j'apprécie particulièrement, vraiment en fait. Et cette cohérence graphique, ces petites vibrations qui sont présentes partout, quand la reconnaissance faciale t'as pas reconnu, qui te met une petite vibration, etc. C'est tellement des soins en détail que je trouve passif, mais tellement incroyable quand on s'en rend compte qu'en fait on y réfléchit vraiment. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Alors le Pixel 4, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon smartphone du coup personnel, et c'est vrai qu'on se plaint beaucoup de notamment son autonomie. Alors son autonomie, là pour le coup on est d'accord, c'est une autonomie qui est vraiment pas terrible. Alors en moyenne pour ma part je tiens entre
3 et 6 heures de screen on time, ce qui reste pas mal pour un smartphone compact, hein, vraiment, parce que c'est un petit smartphone, il fait 5,7 pouces, et je trouve que pour le format qu'il possède, c'est une bonne autonomie, notamment qui a du 90 Hz. Mais je suis d'accord que c'est pas une belle autonomie, ça, on est d'accord sur ce point-là, et il n'y a pas débat selon moi. Mais c'est une autonomie qui permet de tenir la journée, quoi. Et ça, je trouve que c'est pas mal, quoi. Donc, je me dis, à partir du moment où mon smartphone tient la journée à peu près, franchement, voilà, je suis pas un power user non plus, hein, je n'utilise pas mon smartphone pendant 10 heures d'affilée, quoi, donc... partie là, je me dis que le Pixel 4 me correspond, mais encore une fois, je comprends que de ce point-là, on n'apprécie pas le Google Pixel 4. Voilà, je comprends que nous ne sommes pas fans du Pixel 4 de Google, mais que ça reste quand même un bon smartphone en fait. Et je voudrais aussi parler également, même si ça fait déjà un bon moment que j'enregistre, de quelque chose que je trouve très très intéressant, c'est la reconnaissance faciale. Alors, la reconnaissance faciale, c'est le Face Unlock que j'ai parlé tout à l'heure. Le Face Unlock, en fait, va prendre votre visage et va tout simplement faire, avec les différents capteurs présents sur le front du Pixel 4, qui est d'ailleurs assez épais, tout simplement va vous prendre en compte, entre guillemets, un petit peu, comment vous dire, votre visage, en fait, va l'englober avec les différents capteurs, en fait, va vous reconnaître dans toutes les conditions. Alors que vous soyez dans le noir, dans des conditions lumineuses vraiment importantes, etc., le smartphone va reconnaître votre visage grâce à des points, je sais plus techniquement comment c'est fait, mais voilà. En gros, c'est une reconnaissance faciale qui va se faire en 3D, avec des points qui vont être envoyés sur votre visage. Et je trouve cette technologie incroyablement géniale, en fait, parce que quand j'ai acheté le Pixel 4, je me suis dit... ouais, c'est bien, d'accord, je peux déverrouiller mon smartphone, mais en fait, ça va jamais être intégré dans des applications, etc. Et bien en fait, même moi, je me suis trompé sur le coup parce que j'ai été carrément choqué de voir que, par exemple, une application comme N26 intègre Face Unlock. Donc j'étais choqué de voir ça, j'étais en mode, ah ouais, quand même, c'est cool ça. Et puis même d'autres applications intègrent ce Face Unlock. Et même pour déverrouiller certaines choses dans mon smartphone, je peux utiliser Face Unlock, la reconnaissance faciale 3D de Google. Et je me dis qu'en fait... ah ouais, Google y a pensé en fait. Et ça, je trouve ça tellement cool que Google y a pensé. Je me dis surtout, enfin plutôt même, enfin Google y a pensé. Parce que en fait, moi, clairement, Face Unlock, j'avais perdu une chose. C'est que tout simplement, ça soit intégré nulle part dans le système. En fait, que voilà, on se retrouve au final avec juste une reconnaissance faciale 3D comme Huawei a pu le faire avec ses mates. Et non, là c'est intégré dans des applications qui sont pas si système avec Google Pay, mais c'est intégré aussi dans d'autres applications tierces. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça trop cool pour ma part. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même vachement cool que ça soit intégré dans d'autres applications et que même des applications qui, au final, les pixels, ça représente pas grand chose, mais je pense que c'est très facile à intégrer. Au final, l'API de Google a dû être facile à intégrer, du coup, même de plus en plus d'applications tierces intègrent Face Unlock, enfin la reconnaissance faciale 3D, quoi, entre guillemets. Et ça, je trouve ça hyper top, en fait. Et ça, personnellement... je me dis, ah ouais, j'ai quand même bien fait d'acheter ce Pixel 4 parce qu'au final, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont intéressantes, qui arrivent au fil du temps. Et voilà, vraiment, j'apprécie ça. Également, des petits usages passifs que je trouve vraiment intéressants, notamment la gestion du réveil qui est totalement génialissime en fait. On peut, grâce à Solid, le capteur qui est devant, le capteur qui va reconnaître les gestes qu'on fait devant le smartphone, bah... il va permettre d'éteindre le réveil en passant sa main devant, etc. Et puis même, il va permettre... le réveil va permettre de faire une petite lumière du jour avec en fait une simulation qui va se faire. Et en fait, on va voir tout simplement que le smartphone va s'éclairer tout doucement avec une fausse lumière du jour qui va se faire. Et en fait, moi personnellement, ça me réveille doucement. Donc en fait, c'est ce genre de petits détails aussi également que j'apprécie dans le Pixel, car en fait, je me dis... ouais, mais Google, ils mettent quand même un sacré soin en détail en fait dans le développement de certaines choses, etc. Et moi je trouve que globalement c'est très agréable en fait ça. Je me dis c'est tellement pratique en fait, c'est tellement juste génialissime. Et en fait quand je regarde un petit peu d'autres constructeurs, je me dis ouais en fait ouais pourquoi j'irai voir chez quelqu'un d'autre en fait. Parce que tout simplement le Pixel de Google est un smartphone qui n'est pas forcément brillant par sa datasheet en fait, et qui n'est pas forcément brillant par juste son design. Le Pixel de Google a un design qui est assez... pas moche, hein. Je trouve que les pixels dégagent toujours quelque chose. Mais c'est pas un design qui donne envie d'acheter le Pixel en fait. Mais quand on connaît vraiment mieux le Pixel, on se dit ah ouais, c'est quand même un produit qui est très intéressant et qui possède des fonctionnalités qui sont vraiment cool au quotidien. En fait, c'est des fonctionnalités qu'on va pas se rendre compte, comme j'ai dit, quand on utilise ce Pixel, mais qu'en fait, dès lors on va l'utiliser, enfin dès lors on va surtout utiliser un autre produit peut-être, on se dit ah il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça, et en fait le listing va être tellement long qu'on se dit
putain, mais le Pixel de Google, c'est quand même un bon produit. Et c'est là qu'au final, moi, je me suis rendu compte qu'en testant d'autres smartphones, et même des ultra haut de gamme, je me dis, putain, mais le retour optique, il est moins bon, putain, mais il manque quand même ça, il n'y a pas cette cohérence graphique. Et en fait, c'est là en fait, entre guillemets, je développe mon esprit critique. Et en fait, je suis pas un fanboy Google, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que les pixels de Google, selon moi, sont critiquables sur beaucoup de points. Mais vraiment, le soin en détail des pixels, selon moi, c'est indéniablement ce qui se fait aujourd'hui de mieux sur Android pour moi. Je dis bien pour moi, car aujourd'hui, certains recherchent la rapidité dans un software, et je comprends totalement ce point de vue. Mais voilà, moi, vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le smartphone qui me correspond le mieux aujourd'hui. Par exemple, quand je réponds à un tweet de Pierre de la chaîne Géographe, d'ailleurs, un super pote que je dis coucou, hein, s'il m'écoute, et ben clairement quand je lui réponds, ça m'énerve pas de lui répondre avec des textes qui font 50 lignes en fait, parce que avec ce retour haptique, c'est agréable de lui écrire en fait. Je lis ce qu'il écrit et en fait ça me plaît de lui répondre. Et en fait quand je suis par exemple sur le Redmi Note 9 Pro, je me dis, ouais, je répondrai avec mon ordi ou sur mon Pixel. Parce que j'ai pas envie de répondre avec un truc où le moteur haptique n'est pas du tout agréable. Et là, ça, c'est très très agréable sur le Pixel. Et c'est ce genre de soin en détail que sur le Pixel 4 que j'apprécie. Alors, également, je voudrais terminer avec quelques petits usages passifs du Pixel. Soli. Alors, Soli, c'est le capteur, comme j'ai dit, qui est présent, qui permet de reconnaître les différents mouvements devant son smartphone. Et c'est un capteur qu'on appelle capteur de proximité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dès lors que je vais approcher la main de mon smartphone, en fait, il va s'allumer passivement. C'est-à-dire qu'il va pas allumer l'écran, il va s'allumer passivement pour dire oula, il y a quelqu'un qui est pas très loin. Et dès lors je vais m'éloigner du smartphone, le Always On Display va s'éteindre totalement pour évidemment éviter de consommer de la batterie inutilement. Donc en fait, quand je vais être près du smartphone, le Pixel 4 va comprendre que je suis pas très loin du smartphone. Et alors dès lors je vais prendre le smartphone, il va s'allumer et activer la reconnaissance faciale, et ensuite mon smartphone sera déverrouillé et je pourrai l'utiliser sans que j'ai appuyé sur quelconque chose en fait. Et ça, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, même sans appuyer sur aucun bouton, et je peux quand même unlock mon smartphone. Et ça, je trouve que c'est génial. En fait, je suis pas obligé d'appuyer sur une empreinte digitale, je suis pas obligé d'appuyer 2 fois sur mon smartphone pour voir l'Always On, je suis pas obligé même d'appuyer sur le bouton On pour allumer mon smartphone. Et je trouve, c'est des choses bêtes hein, ça, hein, mais je trouve tellement génialissime en fait. C'est que ce capteur de proximité, alors il consomme un petit peu de batterie, je suis d'accord, mais alors qu'est-ce qu'il est génial à l'utilisation pour, en tout cas cette utilisation. Après évidemment on peut faire coucou à Pikachu etc, mais bon franchement cet usage là, ouais je trouve juste que comment Google l'a vendu c'est vraiment absolument débile selon moi, mais clairement pour cet usage là je trouve génialissime ce capteur de proximité. Et puis également pour passer de la musique avec les gestes, quand on a les mains prises, je trouve que c'est un truc qui est pas mal. Alors c'est un petit peu gadget, je veux dire que je m'en passerai, j'ai toujours ma montre pour passer ma musique. Mais alors c'est quand même vachement pratique je trouve. Et en fait, avec le truc pause, également le truc pour passer la musique, c'est quand même assez pratique à l'utilisation, mais c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Mais alors, on peut trouver plein d'usages en fait pour ça. Par exemple, quand on est en voiture, on peut passer sa musique sans toucher son smartphone, en fait, et tout en regardant la route. Voilà, c'est ce genre de détails qu'on peut prendre là. Quand je travaille, par exemple, quand je suis en train de faire du conditionnement actuellement, en fait, mon smartphone, j'ai pas envie de le toucher parce que j'ai les mains qui ont un petit peu de poussière. Je passe ma main devant mon smartphone et je passe à la musique suivante. C'est ce genre de détails que personnellement j'apprécie. Après, je suis d'accord que si ça y était pas, franchement. Je dirais que c'est pas grave, mais pour en tout cas moi Soli, Motion Sense que ça marketingement Google l'a appelé, je trouve que c'est pratique notamment pour déverrouiller son smartphone sans avoir touché à un seul bouton. Et très clairement je trouve ça pour ma part génialissime quoi. Bon, je sais pas après si vous l'avez remarqué, tout au long du podcast, j'ai très peu parlé de la qualité tout simplement photographique du Pixel 4 et même des pixels en général, car pour moi les pixels quand même sont quand même des excellents photophones et je pense que c'est la seule chose qui fait qu'aujourd'hui les pixels sont connus. Alors très clairement ce sont de superbes photophones, il n'y a pas de souci sur ça, moi, selon moi c'est clairement ce qui se fait pratiquement de mieux sur le marché. Après voilà, j'ai pas envie d'en parler trop longtemps de la photo, car selon moi c'est quelque chose qui est acquis depuis déjà, je dirais le Pixel 2, même le Pixel depuis la première génération. Je pense que clairement déjà c'était prévu pour être des photophones, je pense selon Google. Donc voilà, pour moi les pixels sont déjà des photophones de base, mais clairement c'est justement les fonctionnalités autres qui font que j'aime les pixels. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous ai très peu parlé dans ce podcast de la photographie, mais évidemment pour si vous ne le saviez pas, les pixels de Google sont clairement des photophones d'excellence, très clairement. Et c'est pratiquement ce qui se fait de mieux sur Android. Alors évidemment il n'y a pas la polyvalence, mais il y a clairement la qualité photo qui fait que c'est indéniablement ce qui se fait pratiquement de mieux sur le marché en termes de qualité photographique.
Et puis aussi, pour terminer, le service après-vente de Google est aussi vraiment pas mal. J'ai eu affaire pour mon Pixel 2 XL au service après-vente de Google et je vous avoue qu'il est excellentissime et est largement du niveau de ce que fait Apple sans les magasins physiques. Hein, on comprend bien. Très clairement, le service après-vente de Google, je le trouve génialissime. On a carrément dans le smartphone un paramètre qui est dédié pour chatter avec quelqu'un si on a un problème sur son Pixel. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de à quel point Google met un point sur ce détail-là, mais je trouve très clairement que je peux aller par exemple là dans mon Pixel, je vais aller dans les paramètres directement, donc j'active la reconnaissance faciale, je vais dans les paramètres, donc voilà, tout bêtement, tac, voilà, j'y vais, donc là vous pouvez pas le voir, et j'ai un paramètre qui me dit tout simplement, ça s'appelle aide et conseils et je peux chatter avec quelqu'un directement. Et je trouve ça génial. Directement, je peux avoir avec quelqu'un un chat pour dire j'ai un problème avec mon Pixel, est-ce que vous pouvez m'aider cordialement? Voilà, donc par exemple j'ai un problème de launcher, j'en sais rien, quel problème je peux avoir avec mon Pixel, un problème de batterie, etc. Et vraiment, le service est génialissime. Ils me disent, on vous renvoie un Pixel, etc. Enfin voilà, c'est tellement génialissime comment c'est fait. Et en fait, je me dis qu'à travers ça, bah en fait, quand on met un smartphone, quand on achète un smartphone comme le Google Pixel qui est un peu plus cher que la norme, bah je pense aussi qu'on achète le service après-vente, quoi. C'est vraiment un superbe service après-vente. Et aujourd'hui, j'ai jamais entendu des personnes qui disaient, oh, le service après-vente de Xiaomi est génial, oh, le service après-vente de Samsung est génial. J'ai souvent entendu quand même des sacrés problèmes à ce niveau-là. Et je pense que Google est quand même vraiment bon à ce niveau-là. Et en fait, je me dis que quand on achète un smartphone parfois cher, enfin cher entre guillemets, bah parfois on recherche le service après-vente quand même. Et enfin, je me dis quand même que Google a un réel paramètre qui est dédié vraiment à ça et qui, c'est pas une application système en fait, c'est quelque chose qui est intégré directement dans les paramètres. On n'est pas obligé de préinstaller quelque chose, etc. Un truc qui va prendre la place que tu as envie de désinstaller et c'est directement dans le système. Et mine de rien, je trouve ça génialissime. Alors évidemment, je pourrais parler du Google Pixel en disant qu'il y a des fonctionnalités qui sont génialissimes, on a des mises à jour en avance, on peut avoir des bêtas pour les prochaines versions d'Android, qu'on a 3 ans de mise à jour, etc. Bon, je pourrais vous vendre le Pixel de Google comme le mec du marketing de Google, mais je suis pas là pour ça, je suis surtout là pour partager mon expérience et vous dire pourquoi j'aime les Google Pixel. Alors ce podcast, je sais, est un petit peu plus long que d'habitude, mais très clairement, ça me tenait vraiment à cœur de faire ce podcast sans prise de notes, sans rien du tout, et tout simplement vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai pris le Pixel 4. Et pourquoi aujourd'hui j'ai pris le Pixel 2 XL, pourquoi j'ai fait ce choix-là, et pourquoi aujourd'hui je me suis dirigé vers le Pixel 4. Et le Pixel, au final, le Pixel, que ce soit le Pixel 3, 4 ou même 2, et peut-être le 1, je suis pas sûr, mais franchement, ce sont des smartphones que j'appelle des smartphones qui sont intelligents. C'est des smartphones qui se concentrent dans les usages de l'utilisateur, qui s'adaptent à l'utilisateur, et au final, par exemple, dans des surcouches comme Xiaomi, j'ai l'impression que c'est moi qui dois m'adapter à cet utilisateur, c'est moi qui dois chercher les fonctionnalités, c'est moi qui dois chercher un peu partout, plein de trucs, etc. Où c'est ça, où c'est ça, où c'est le machin pour enlever ça. Et là, ben le Pixel, même dans les paramètres, par exemple, il me propose certaines choses pour comment mettre... Enfin, je peux activer le son, je peux activer les données mobiles, etc. J'ai plein de raccourcis qui sont trop cool. Et en fait, directement, je peux tout activer sans avoir recherché de partout dans les paramètres, etc. Et il n'y a pas 10 000 paramètres mal organisés, comme dans certaines surcouches, etc. C'est simple. Ça, on est d'accord, c'est simple. Si on recherche beaucoup de fonctionnalités, il ne faut pas aller vers un Pixel. Mais c'est juste intuitif, agréable, ça se fait dans les usages, ça essaie de comprendre son utilisateur, ça essaie de comprendre les habitudes de son utilisateur et ça adapte tout simplement l'autonomie en fonction de ce que je vais faire pendant la journée. Et c'est des usages qui sont tout bêtes, mais alors qui sont très agréables. Et ça, franchement, je pense qu'on a tendance totalement à le sous-coter aujourd'hui sur Android, mais aujourd'hui, malheureusement, la philosophie Android, et je pense que je vais terminer sur ça, c'est qu'on a tendance trop parler de la fiche technique, de la datasheet, de dire « Oh, l'autre il a 48 mégapixels, l'autre il a 108 mégapixels, l'autre il a ci, l'autre il a ça, l'autre il a un grand écran, l'autre il a du OLED 120 Hz. » Mais on peut faire tout ce que l'on veut. Mais aujourd'hui, si le software n'est pas de qualité, comme dit Romain Laneri par exemple, il a eu le Huawei P30, mais s'il a un software dégueulasse avec oui, un bel hardware, bah le software, on n'a pas envie d'utiliser ce smartphone, on n'a pas envie de se plonger et de réfléchir de pourquoi ce smartphone est bien, car en fait le software quand on arrive il est déjà pas beau, il est déjà moche. Et quand on arrive dans un Pixel,
Il n'y a pas de trucs à préinstaller, etc. Il y a juste quelques petites applications Google, évidemment, vu qu'on est sur un Pixel, ça semble logique. On a juste les applications Google qui sont préinstallées, quelques applications qui sont classiques, Google, Chrome, etc. L'appareil photo. On a très peu d'applications, en fait, au final, quand on arrive, et on peut clairement personnaliser son smartphone comme on veut, mais tout en ayant un environnement qui est déjà prêt à l'usage, prêt à l'utilisation. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? D'un navigateur. Avec un navigateur, on peut tout faire, et aujourd'hui, on a le market, le Pixel est prêt à l'usage en fait. Et les smartphones prêts à l'usage, je trouve que c'est quelque chose qui est génial en fait. On utilise son smartphone dès le début, il est fonctionnel. Et en fait, plus le temps va avancer, plus il va s'adapter à nos usages, il va comprendre ce que l'on fait nous en fait. Et ça, je trouve juste que moi, c'est génialissime. Très clairement, je suis tellement enthousiaste par ça. Et voilà, franchement, je pense terminer sur ça et je dire aujourd'hui que vraiment, si vous êtes sur Android, que vous possédez un Honor, un Huawei ou peu importe la marque de smartphone, bah parfois, détachez-vous un peu de la datasheet, détachez-vous un petit peu de cette fiche technique là qui vous hargne, qui vous donne envie de acheter ce smartphone là, parce que des fois, la datasheet c'est seulement parfois du marketing. Aujourd'hui, sur le Redmi Note 9 Pro ou sur d'autres smartphones du genre, on vous vend du 64 mégapixels, quad caméra, machin, HD+, HDR, je sais pas quoi. Mais parfois les résultats, même là, ils sont même pas terribles en fait. C'est ça qui est fou, c'est que parfois même des smartphones qui coûtent 500-600 €, on vous vend des choses. Et au final, le résultat n'est pas terrible. Le Huawei P30 Pro au début, avant ses premières mises à jour, la qualité a été pas du tout logique en fait entre les différents capteurs. Et aujourd'hui, oui, par exemple, un smartphone comme le Pixel, en termes de construction, ça va doucement. On n'a pas les 3 capteurs, etc. Ça va beaucoup plus doucement que ce qui se fait en termes de normes sur Android. Mais quand quelque chose arrive sur le Pixel, bah, il est agréable, il est là pour apporter une plus-value. Alors je suis d'accord que certaines fonctionnalités ne sont pas forcément utiles et Google fait parfois des temps de conneries, ça on est d'accord et je pense qu'on peut que le concevoir. Mais de là à dire que le Pixel est un mauvais smartphone, je suis pas du tout d'accord. Selon moi, le Pixel est un superbe smartphone à l'utilisation et je pense que ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vraiment changer en fait. Après, évidemment, Google n'a pas la mentalité Android user en fait. Et je pense que c'est ce qui ferait défaut selon moi au Pixel, c'est qu'en fait il proposerait un truc type Samsung, ça se vendrait vachement mieux, ça c'est sûr, et on est d'accord à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je pense que Google propose toujours ces smartphones qui sont compacts, ils sont tout petits les smartphones de Google, ils font 5,7, 7,8 pouces, 5,9 pouces, 1,6 pouces même pour le Pixel 3A si je me trompe pas. Et je trouve que cette taille est juste incroyable à l'utilisation. En fait, mon smartphone peut aller partout, il rentre facilement dans ma poche, et en fait, quand je vais avoir besoin d'un grand écran, bah, je peux utiliser mon PC avec mon moniteur externe. Si j'ai besoin d'un écran un peu plus petit, je peux utiliser mon PC sans utiliser mon moniteur externe. Et voilà, en fait, le Pixel est quelque chose de, je trouve, très agréable. Et en fait, au final, si vous avez besoin peut-être d'un grand écran, vous avez des petites tablettes comme celle de Lenovo, la Dua, je lui ai son nom, la Chrome Tab là, de Lenovo, qui est sortie très récemment. Et celle-ci peut vous servir d'écran moyen, en fait. Et en fait, avec tout ça, on peut s'étendre à un bel écosystème. Et je pense qu'aujourd'hui, Google doit continuer de creuser, de faire dans les usages, de faire pour l'utilisateur et de ne pas faire pour ajouter une fonctionnalité juste pour en mettre une en plus. Google doit vraiment travailler dans ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le futur du software, en tout cas, j'espère que ça va être ça, c'est vraiment de ne pas ajouter des fonctionnalités pour rien et de éclaircir tout ça, d'avoir quelque chose qui est vraiment beau au final à l'utilisation. Et au final, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui va rendre vraiment le smartphone agréable à l'utilisation. Et agréable, je veux dire simple, simpliste, épuré, joli, compréhensif. Et ça, je pense que vraiment avoir un sens du software comme ça, je pense très clairement que c'est quelque chose qui va, selon moi, rendre tout ça vraiment agréable et vraiment, vraiment meilleur les gens. Et ça, je pense que, voilà, je vais terminer sur ce sujet-là. Très clairement, voilà, ça sert à rien de faire des comparatifs justement de fou en fait, de comparer tout et n'importe quoi. Et parfois il faut aller dans ce qu'on préfère, aller dans les usages, voir comment le smartphone se débrouille. En plus, si jamais vous aimez pas le Pixel, hein, vous avez toujours 15 jours pour le renvoyer. Si vous aimez pas, prenez pas le risque, vous pouvez toujours envoyer le produit. Et ça en fait, je pense que voilà, le Pixel c'est un produit qui ne peut pas en fait être jugé sans appréhension du genre, enfin, parce que je vois trop de personnes qui ont testé les smartphones Google pendant juste 3-4 jours et se sont dit ouais, c'est pas un bon smartphone, il tient pas la batterie. Alors que en fait, si on l'utilise vraiment, on comprend qu'il s'adapte à la personne. Et en fait, c'est ça que beaucoup n'ont pas compris dans des divers tests que j'ai pu lire sur les Pixel. Alors je parle pas du Pixel 4 parce que le Pixel 4 ne tient pas vraiment l'autonomie, mais même sur le Pixel 3 XL, sur le Pixel 3A, beaucoup n'ont pas compris justement que le Pixel s'adapte justement. Et je pense que Google, et j'espère que
ils vont vraiment s'axer sur les usages, en proposant peut-être plus tard leur propre SOC en termes de hardware et en proposant des fonctionnalités utiles comme le airdrop qui devrait arriver prochainement. Et tout ce petit cheminement, j'espère en tout cas que ça va faire quelque chose de magnifique à la fin. Et vraiment, j'attends tout ça avec impatience. Et en tout cas, clairement, je suis dans la team Pixel pour un petit moment, ça c'est sûr. Et en tout cas, oui, on est d'accord, c'est parti pour durer parce que vraiment, les pixels de Google, moi j'apprécie vraiment beaucoup ces produits. Évidemment, si vous avez des questions à propos des Google Pixel, je vous invite tout simplement à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, notamment également Twitter. Et puis également, sachez que je suis disponible sur Discord, n'hésitez pas à me mentionner, à rejoindre le Discord. Il sera toujours possible de discuter ensemble sur le Discord, sur le Pixel de Google, parce que je sais que certains d'entre vous qui vont écouter ce podcast ne sont pas du tout d'accord avec moi. Et donc je comprendrai que, évidemment, on n'est pas d'accord. C'est le principe tout simplement d'un débat. Et peut-être qu'un jour on se fera peut-être un petit vocal, un petit débat autour des pixels de Google si ça vous intéresse ou d'autres sujets sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à rejoindre le Discord et à donner votre avis sur les différents points de vue que j'ai pu donner aujourd'hui. Et puis également, si vous avez pris des notes, n'hésitez pas tout simplement à m'en faire part un petit peu de ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans ce podcast. Et puis on va terminer tout simplement sur ce sujet-là. En tout cas, j'espère vraiment que ce podcast vous a plu. Il me tenait à cœur de le faire, de vous le proposer aujourd'hui dans ce format-là. Et puis les gens, sur ce, nous on va se retrouver prochainement dans un prochain Tech Time qui sera bien moins long en tout cas. Et puis je vous dis à la prochaine. Et en tout cas, avant de terminer ce dernier podcast, si un jour vous voulez que des gens interviennent également, peut-être avec moi pour que je ne sois pas pendant 35 minutes à parler tout seul, n'hésitez pas également à me le dire si vous êtes d'accord ou pas et que je fasse évoluer parfois un petit peu le format Tech Time. Et puis les gens, sur ce, on se retrouve prochainement pour un prochain podcast et un prochain Tech Time. Et puis sur ce les gens, je vous dis à une prochaine. Allez, à très vite, salut!